raser les murs, ne pas faire de vagues, rester... Wajdi passa à quelques centimètres de la terrasse d'une taverne et avisa la capeline de voyage d'un bourgeois, un peu ivre, un peu con, qui l'avait laissé traîner là, sur le dossier de sa chaise, aux yeux de tous. Il la barbota donc discrètement, la saisissant au passage, avec le culot des habitués. Et il enfila l'étoffe qu'il venait de piquer et baissa un peu les yeux sous la capuche qu'il avait remontée sur sa tête. Restez discret. Discret, bordel. Wajdi s'engouffra dans un coupe-gorge qui s'ouvrait devant lui et qui traçait à gauche pour rejoindre la rue suivante. Une rue qui l'emmènerait probablement au dock. Sans s'arrêter de trottiner dans l'écho sombre de la ruelle, il en profita pour réajuster rapidement les plis de cette nouvelle cape bleu nuit qu'il venait de voler. Et en même temps, il tenta de défroisser un peu sa rancœur du même coup. Rester discret et surtout se calmer. Réfréner cette envie de meurtre qui lui montait au sang comme jamais. Et c'était tout sauf une façon de parler cette fois-ci. Wajdi était en réalité dans un état de fureur tel que, pour le moindre détail, pour la moindre raison, il se sentait tout à fait capable de rebrousser chemin et d'aller enfoncer une par une les putains de briques de cette cave dans la tête de Manu. Manu, ce putain de Manu, ce putain de traître, oui. Il cracha par terre. Lui, il n'était pas un soldat, même pas un mercenaire. Enfin, ce n'était pas un meurtrier. Cette envie qu'il avait de faire souffrir quelqu'un gratuitement. Gratuitement. Il avait trahi quand même. Et si il s'était laissé emmener, et si lui, Wajdi, avait baissé les bras et s'était laissé choper par la garde, est-ce que le bon Manu se serait soucié des coups de fouet, de la torture ? Sûrement pas. Manu aurait compté ses pièces d'or une à une, comme une espèce de vieux gobelin merdique. Ça ne changeait pas grand-chose. Cette envie de faire souffrir quelqu'un, par représailles, même si c'était mérité. Faire souffrir. C'était un sentiment nouveau pour Wajdi. Et le plus étrange, c'est qu'au lieu de s'en défaire au plus vite de ce sentiment, Wajdi se laissait un peu aller là-dedans. Dans cette sensation, il se complaisait dans cet état d'esprit malsain. Finalement, c'était rassurant qu'il existe des vrais connards, sans aucun scrupule. Alors, pourquoi pas lui ? Il imaginait son vieux pote, toujours imbécile, qui chialait dans les marches. Ah, ça lui retournait l'estomac. Alors, pour passer ses nerfs, pour jouer un instant avec le voile noir de l'horreur, Wajdi prit la peine de se l'imaginer mort, Manu la balance, avec son épée de traître à travers le gosier. Le sourire abominable qu'il avait senti se former sur ses propres lèvres s'effaça très vite, au fur et à mesure qu'apparaissait dans sa tête l'image de Manu, égorgé par terre, qui baignait dans son sang. Ça l'avait surpris, ça l'avait choqué, à quel point il était capable d'imaginer quelque chose proche de la réalité. Dans la violence de la représentation qu'il venait de se faire pour lui-même, son cerveau imposait à Wajdi d'entendre presque le clapotis régulier des gouttes de sang qui s'égrenaient sur les marches de la cave. Malgré toute la haine qu'il avait pour ce connard, ça lui avait fait mal. Ça lui avait fait mal de l'imaginer comme ça. Terriblement mal. Une douleur sourde qui battait au fond de sa poitrine et qui était remontée jusqu'à ses tempes. D'une certaine manière, cela rassura un peu Wajdi. Cette vision lui avait étonnamment fait digérer sa rogne. Une très grande claque dans la gueule de voir le corps d'un pote d'enfance, même un traître, mais un pote d'enfance qu'il aurait tué de sang-froid, par vengeance, de ses propres mains. C'était le genre de truc à vous faire retomber très vite sur terre, les pieds dans la merde. Ok, l'incident était clos. Il serait d'ailleurs toujours temps de retrouver le salopard plus tard pour régler la suite. Mais dans l'instant présent, Manu ne méritait décidément pas de prendre autant de place dans son crâne. Un crâne qui lui tapait d'ailleurs durement à cause du pinard que Wajdi avait éclusé hier dans sa colère. Lorsque Wajdi quitta la ruelle pour réapparaître à la lumière du jour, il avait plus ou moins raccroché avec ce qu'il était vraiment, et il avait laissé ses envies meurtrières dans l'obscurité.
Contrairement à Manu, l'avantage de sa vie de merde à lui, c'est qu'elle servait aussi d'armure, un outil de comparaison, pour ne pas sombrer dans des profondeurs encore plus troubles et emporter du monde avec. Finalement, être révolté, se dresser contre les patrons, les privilégiés, les rois, contre tous, eh bien, ça lui évitait à lui de devenir un connard, un vrai. Wajdi sourit imperceptiblement car, sous sa cape, il avait retrouvé sa vieille peau de loupard incertain, et avec son malaise de gosse de la rue. Mais c'était son malaise, c'était sa vie. Alors cette fois-ci, il l'endossa avec un certain plaisir. Une habitude mélancolique, un sentiment de déjà-vu, comme lorsque l'on enfile à nouveau un cuir que l'on n'a pas porté depuis longtemps, mais qui est resté à notre taille. Il était une grande gueule, un arrogant, un criminel. Une petite frappe, un gamin, un rebut. Un saltimbanque aussi, colérique, sans doute, passionné et peut-être même un petit peu alcoolique. Un barde, quoi. Il était un barde, un danseur, mais pas un assassin. C'est fièrement que les éditions du Blanc-Seing présentent, avec l'aimable autorisation des joueurs bien sûr, les Chroniques de Wajdi, le portefaix d'Aufsor. Second chapitre. Wajdi retira fièrement la cape qu'il avait fauchée plus tôt et la balança d'un geste large dans un tas de filets qui traînaient sur le bas-côté. Il passa bien droit et en inspirant profondément sous l'arche de la grande porte qui délimitait l'entrée de ce quartier qu'il connaissait si bien. Bienvenue au dock d'Aufsor et plus précisément sur les passerelles du voleur de pommes. Pas besoin de se cacher ici. Cet entremêlat de cahutes en bois qui formaient un labyrinthe désordonné à première vue était en réalité un lieu de passage obligé pour toutes les marchandises qui transitaient par le port gigantesque de la capitale. Par endroits, les constructions dépassaient humblement à peine d'1 mètre du sol, toujours en bois. Mais il fallait se méfier. En réalité, ici, sous le niveau du premier ponton, certains bâtiments s'échelonnaient sur plusieurs niveaux de passerelles et de coursives, à l'abri des regards. Sans que l'on puisse s'en douter, un modeste kiosque pouvait alors se révéler n'être que la partie émergée d'un gigantesque comptoir commercial, enfoui dans les niveaux inférieurs. Grâce à toutes ces couches superposées, finement agencées, comme une pâtisserie de luxe, cet embarcadère différait énormément des quais royaux, qui avaient la fâcheuse tendance à avoir une tronche granitique ordrée, millimétrée, triste et moche. Non, ici, les niveaux d'appontage s'apparentaient plus à une immense cale de navire, encombrée, riche, bruyante, presque tropicale. C'était une vraie forêt de rondins, de gréements et de poutres. Dans les ramures de cordes voltigeaient des centaines de tonneaux, de caisses et de paquetages, au gré des escaliers, des passerelles et des entrepôts. Toutes ces marchandises étaient arrivées depuis le bout du monde, des villes les plus majestueuses aux avant-postes les plus exotiques. Perroquets chamarrés, étoffes de velours, armures de métal sombre. Mais de toutes ces richesses, rien ne restait bien longtemps à quai, naturellement. Il ne fallait pas s'y tromper. Dans le désordre des lieux, pour toutes les marchandises, sous contrat bien sûr, régnait un ordre propre, une danse élégante, une logique logistique presque parfaite. Sans aucune casse et sans aucun retard, diligentes, les cargaisons de tout tonnage repartaient aussi vite qu'elles étaient venues vers leur prochaine destination. Et bien sûr, plus en sécurité que dans n'importe quel débarcadère, car c'était leur devise, qu'importent les richesses, si le paquet reste scellé. Appelée aussi simplement la jetée, cette toile d'araignée gigantesque qui émergeait du port et s'avançait fièrement sur la mer, c'était le terrain de jeu, le quartier de son enfance, le territoire de la guilde des portefaix. Et quand les patrouilles de garde rouge traversaient l'endroit, c'était la main sur l'épée, sans trop s'écarter du chemin et sans trop ouvrir leur gueule. Ils n'osaient alors pas se glisser dans les étroites ruelles de madriers
couvertes par l'ombre des filets qui séchaient de toit en toit. Ils arrêtaient leur contrôle bien avant de s'aventurer dans les niveaux inférieurs. Sous les planches, c'étaient là des endroits trop dangereux pour un mercenaire aussi lâche. Larges espaces ou recoins de cordes, trop sombres, trop exigus, éclairés par les reflets tremblotants du soleil sous la surface de l'eau, habités du bruit des pas sur les pontons et de l'odeur pourrissante et salée du varech. Pour quelqu'un qui n'y avait pas grandi, c'était comme s'engouffrer dans l'estomac d'un monstre marin. Wajdi marchait, bien droit devant lui, bombant un peu le torse sans même s'en rendre compte, dépassant les premières maisons. Il lança alors quelques salutations joyeuses à la volée. « Salut la compagnie !» et « bonsoir !» La soirée d'été qui s'allongeait maintenant offrait un coucher de soleil magnifique, et la chaleur de la journée montait lentement le long des docks. Normalement, le quartier aurait dû être en train de se préparer pour une fête mémorable et passer cette longue nuit à boire, à chanter au clair de lune. Mais en lieu et place de l'effervescence festive auquel Wajdi s'attendait, un silence sinistre plombait la jetée. Pas de chants, pas de filles, pas de feux de joie. Les habitants erraient dans le quartier, travaillant certes toujours avec la même diligence, mais éteints, finissant quelques tâches l'air distrait, arrangeant des marchandises. Quelque chose planait dans l'air, quelque chose de pas ouf. Les passerelles dorées par la lumière descendante étaient sublimes, certes, mais presque vides. Seuls persistaient quelques-uns de ses frères et sœurs portefaix, ça et là, perchés sur une toiture, adossés à une façade, ou déambulant lentement sur l'allée de planches qui courait vers la mer. Wajdi les interrogea du regard. Il se heurta systématiquement à des visages durs et impassibles. On le fixait en retour avec une intensité qui le transperçait de part en part. Les autres portefaix interrompaient leurs activités un instant, se redressaient, tournaient la tête vers lui. Tous et toutes s'étaient mis à suivre son avancée dans la jetée et le regardaient marcher en silence depuis le haut des toits. Il continua à descendre vers la mer, sous le poids de cette forêt de regards lourds et insistants. Wajdi détourna la tête et, pour changer d'air, profita de regarder ailleurs, tentant d'ignorer l'attention dérangeante dont il était la cible. Plus loin, on pouvait discerner un bloc de masure qui dominait le reste du quartier. Wajdi adorait ce bâtiment. Il ne s'agissait pas du tout de simples masures. Et il se souviendrait toute sa vie de la première fois qu'il l'avait vu se découper sur la mer. Il avait été conduit par la main d'un orphelinat froid et terrible jusque dans les entrailles chaudes, étranges, de cette espèce d'hôtel de ville improvisé qui ne ressemblait à rien. À l'image des portefaix, chaque maison individuelle s'était mélangée avec les autres pour ne former qu'une seule entité, qu'une seule et même construction, une sorte d'amas, un tas effrayant pour qui n'arrivait pas à saisir les détails. Il est vrai que le tout ressemblait un petit peu à un monstre de carnaval assemblé à la va-vite et qui avait hérité au fil des années et des agrandissements empiriques d'une architecture singulière. Le corps épais d'une large et grande tour délimitait plus ou moins le centre du bunker de planches. Ce donjon d'une trentaine de mètres était noyé dans la masse de bois et de détails, ce qui donnait à l'ensemble de la structure une espèce d'allure de fourmilière géante, conique et sombre, tant le sapin qui composait les façades avait noirci au soleil. Des centaines de cordes parcouraient l'espace entre les tournalettes et les avant-toits. En colimaçon ou en arche, les escaliers se jetaient dans le vide, d'une aile à l'autre du bâtiment. En plissant les yeux, on pouvait même découvrir que l'une de ces ailes, justement, avait en lieu et place de toiture l'entièreté de la carcasse d'un navire, retournée comme une coquille de noix et intégrée à l'amalgame du lieu. Difficile de savoir où se trouvait réellement l'avant, l'arrière du bâtiment, où s'arrêtaient les étages, et même comment trouver une porte officielle. Mais est-ce qu'une porte principale était vraiment nécessaire ? D'ailleurs, qu'est-ce qu'une porte ? Wajdi se rendit compte que les portefaix avaient tous très vite compris qu'une fenêtre, ce n'était jamais qu'une porte.
Simplement, on avait décidé de ne pas la construire par terre. Mais ce soir, le Palais des Planches, comme on le surnommait, était lui aussi plongé dans une sobriété inhabituelle. Pas de lanterne pendue aux vergues, pas de fanion multicolore. Contrairement à la coutume, aucun des séjours du lieu ne laissait entendre les rires bruyants ou les riches odeurs de soupe de poisson qui s'écoulaient normalement sur la rue. Wajdi s'arrêta une seconde à la vue de cette silhouette maussade du Palais des Planches. Mais merde, là aussi, qu'est-ce qui avait bien pu arriver au bled pendant son absence pour que l'univers tout entier tire la gueule de cette façon ? C'était quand même pas lui, avec sa petite valse en compagnie des gardes rouges, qui avait provoqué ça. Il se frotta les mains les unes contre les autres, fit claquer ses doigts et se donna une légère gifle dans la nuque pour apaiser un sentiment d'inquiétude glaçant qui commençait à poindre. Cherchant cette fois-ci la confrontation avec quelqu'un, dans ce peuple de fantômes qu'il évitait volontairement, Wajdi aperçut de l'autre côté de la rue un portefaix qui s'avérait être un copain plus ou moins du même âge que lui, et avec qui il avait grandi. Il portait un baluchon de tissu énorme sur le dos, et, comme les autres, il l'avait gratifié du même regard distant, en levant légèrement la main lorsqu'il l'avait reconnu. Ah, mais Wajdi ne demandait pas une haie d'honneur, mais quand même, on était vachement loin des embrassades chaleureuses dont il avait l'habitude. Il décida alors de rompre cette espèce de chape de plomb cérémonielle qui commençait à lui courir sérieusement sur le système. « Oh, Antar !» Le portefaix fut apparemment pris de court et entreprit de s'éloigner de Wajdi aussi rapidement que lui permettait son chargement. Comme s'il ne l'avait pas vu, en jetant des coups d'œil inquiets derrière lui. Mais Antar ? Rattrapé en quelques secondes, Wajdi retourna vers lui le jeune homme d'une poigne énervée à l'avant-bras. « Oh, mais merde ! Antar, t'es devenu sourd ou complètement con ? C'est moi, Wajdi !» Très calmement, le beau Antar Bizeres laissa tomber son ballot sur le sol et se redressa devant Wajdi de toute sa stature. Sans ce fameux ballot de tissu qui lui courbait les chines, son frère portefaix le dépassait d'une bonne tête et aurait fait frémir bien des matelots avec sa grande barbe noire. Mais Wajdi avait l'habitude et ça ne l'impressionnait plus. Il n'avait jamais vraiment fait partie des grands dans la famille. « Hé, salut Wajd !» lâcha le géant. « Tu m'expliques ? Tu m'expliques ce qui se passe, s'il te plaît ?» Antar leva immédiatement les mains en signe d'apaisement. « Calme-toi, écoute Wajd, on sait que c'est injuste, on sait tous que... Attends. Mais t'es pas au courant ? Mais c'est pas possible. » À cet instant, Wajdi lut immédiatement dans les yeux de Bizeres un mélange d'émotions qui ne lui plut pas du tout. D'abord, un voile étrange de tristesse, puis un sourcil franchement dressé, un véritable étonnement de la part d'Antar qui venait de comprendre que Wajdi ne pigeait pas un truc, et un truc du genre important. Le plus paniquant, c'était cette espèce de compassion résignée qui émanait du visage de son frère tandis qu'il le fixait. Et Wajdi se rendit compte que c'était la même compassion qui animait les regards de tous ceux qu'il avait croisés depuis qu'il était rentré au dock. « Mais t'es obligé d'être au courant, Wajdi. Ça se peut pas. » Wajdi, lui, s'échauffait au fur et à mesure qu'il sentait à nouveau la situation lui échapper. « Ben non, je suis pas au courant, Antar. Alors tu m'expliques, s'il te plaît. Pourquoi tout le monde a l'air d'être en deuil ?» La fin de sa phrase se perdit dans l'explosion cruelle et limpide qui envahit son cerveau. En deuil ? Tout le monde est en deuil ? Oh putain, merde, Mané ! Wajdi, attends ! Mais trop tard, Wajdi n'écoutait déjà plus. Il s'était projeté en avant et avait laissé Antar seul au milieu de l'allée, tandis que lui la dévalait à toutes jambes. Non, pas Mané, pas maintenant. Wajdi dérapa dans la cour principale du Palais des Planches. Et en 3 bonds, il s'engouffrait déjà par une fenêtre du premier étage. Transperçant le vestibule, gravissant les marches 8 par 8, il déboucha tout d'abord dans un fumoir qu'il eut à peine le temps de reconnaître, puis un salon, une cuisine et enfin une remise. Il progressait sans avoir faibli la cadence, renversant les chaises, bousculant tout le monde, enfonçant presque les portes les unes après les autres, sans pour autant qu'elles ne parviennent à le ralentir. Après le soupirail de la remise, il arriva sur l'avant-toit, sauta sur une corniche et courut de plus belle vers la tour.
le corps principal du palais, où la doyenne des portefaix, Sa Mané, laissait couler sa vieillesse tout en haut du donjon. Une vieillesse que Wajdi avait toujours crue infinie, intemporelle. Tant il était improbable d'imaginer autre chose. Merde! Mais pour Wajdi, toute sa vie, depuis qu'il était tout petit, Onin avait toujours été vieille. Vieille pour l'éternité. Elle ne pouvait pas simplement avoir disparu, être partie. Wajdi se refusait à penser le mot, comme si la simple évocation de cette possibilité la rendait réelle et inéluctable. Alors qu'il était toujours en train d'éviter ce mot dans sa tête de toutes ses forces, il releva le visage vers le donjon duquel il s'approchait à vive allure, courant sur la corniche. La large tour grandissait au fur et à mesure qu'il arrivait au bout du toit. Et cette tour, elle lui hurlait ce qu'il ne voulait pas entendre. Le surplombant de toute sa hauteur, le beffroi du palais des planches était élégamment plaqué de noir. Vêtu de longues tentures sombres qui coulaient des façades, flottaient à la place des drapeaux. Des mètres et des mètres de tissu noir. Wajdi s'immobilisa devant le beffroi, accroupi au bord du toit. Du noir partout. Morte? Sa Mané morte? Il secoua la tête et l'instant d'après se détendit comme un arc pour atterrir à même la façade de la tour. Wajdi ne se donna même pas la peine d'y rentrer par une fenêtre pour emprunter un hypothétique escalier. Il grimpait, naturellement, sur la façade extérieure, courant les hauteurs du beffroi de balcons en poutre, sans qu'aucun mouvement ne le fasse hésiter une seule seconde. Wajdi parvint très vite au point le plus haut de cette tour qu'il avait déjà escaladé des milliers de fois durant son enfance. Le vent sifflait à ses oreilles. Il se tenait là, debout, à l'extrémité d'une poutre étroite, sous la toiture pointue de tuiles bleues, au sommet, sans se soucier des dizaines de mètres de vide qui s'ouvraient sous lui. Une fenêtre barrée de volets, fermée, lui faisait face. C'est là que vivait Sa Mané. Une fenêtre par laquelle il était entré souvent, enfant, mais qui ce soir était elle aussi drapée de noir. Le soleil éclaira une seconde encore le bois des persiennes closes, avant de disparaître définitivement derrière l'horizon. Il s'avança en parfait funambule, il atteint les volets, respira profondément, les ouvrit et se laissa glisser à l'intérieur de la chambre. Wajdi? C'est toi? La vieille dame, assise tranquillement dans un grand coussin de pacha, releva la tête en direction du bruit de la fenêtre qui venait de s'ouvrir, et elle ôta de sa bouche ridée la longue chibouk qu'elle savourait lentement. « Oh putain, merde, Mané !» En un long soupir, Wajdi s'affaissa. Il s'était laissé glisser, d'un coup, d'un seul, sur le plancher grinçant, juste devant la fenêtre, soulagé. « Oh, si tu savais comme j'ai flippé !» Wajdi? Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Oui, je sais pas, j'ai paniqué. À un moment, j'ai cru que... Non, mais oublie, c'était con, tout va bien, tout va très bien. Dans cette chambre de reine, cachée sous les combles, calfeutrée d'étoffes d'or et d'argent, de coussins de prince et de divans orientaux, Wajdi laissait derrière lui son allure un peu fière. Dans ce bric-à-brac savamment en désordre et l'odeur d'opium qui embaumait l'air et les tapis posés au sol, il n'avait aucune raison de jouer un rôle, aucune raison de faire le loupard. Tu as cru que j'étais morte, c'est ça, hein? Wajdi sourit, imperceptiblement. Eh bien, ça fait toujours plaisir. Je te remercie. Je suis bien vivante, c'est gentil. Mais malgré ça, non. Tout ne va pas bien, mon petit Wajdi. Onin Kassab, Sa Mané, la matriarche du conseil, la plus vieille, la plus sage mais aussi la plus gentille des portefaix, se replaça dans son coussin et tâtonna un instant dans l'air avant de se saisir de sa chibouk. Elle remit la longue pipe à ses lèvres, mais sans la fumer. J'ai entendu dire que tu étais en forme, mon petit.
Tu cours beaucoup ces derniers temps? Qui t'a dit ça, Mané? C'est pas... Oh, arrête, mon petit. Je suis aveugle, mais pas sourde. Me prends pas en plus pour une imbécile. D'accord? Ouais, je dis serra les lèvres. Baissa la tête pour éviter le regard vide et impérieux de sa grand-mère. Il fixait les motifs du tapis devant lui. Ok, Mané, si c'est à propos de ce qui s'est passé dans le marché avec la garde, j'ai pas d'excuses, mais... On s'en fout du marché. Chut. Moi je dis, fixa à nouveau la belle tête blanche d'aveugle de sa grand-mère. Le ton s'était soudainement adouci, tandis qu'il retrouvait dans les traits de sa Mané cette étrange tristesse résignée qu'il avait déjà constatée dans le visage de Antar Bizeres, juste avant qu'il ne se mette à courir. Évidemment, tout le monde s'en foutait du marché et de ses petites affaires. Mais alors, si Mané n'était pas morte, pourquoi le deuil? Pourquoi le noir? Wajdi eut le sentiment à moitié rassurant et gonflé d'inquiétude que ce soir, il ne se ferait pas engueuler comme il l'avait prévu. Ce soir, quelque chose flottait dans l'air, prêt à éclater. Assieds-toi à côté de moi, mon petit. Tu veux bien faire ça? Je suis déjà assis, Mané. Parfait. Alors, garde tes fesses par terre, fume et écoute un peu ta vieille Onine. Et quelques petits trucs à t'expliquer. Et ça ne sera pas drôle.